No escaping this. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur l'abeille. Est-ce qu'elle est domestique ou est-ce qu'elle est sauvage? Vaste question. En fait c'est une vidéo de Léandre qui m'a donné envie de faire ça, une saison aux abeilles. Si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo sur le nourrissement, c'est celle-là qui m'a fait réagir, mais elle est vraiment très bien et il explique parfaitement ce qu'il faut faire sur le nourrissement. Je voulais faire une vidéo, c'est pas la peine, allez voir la sienne, elle est bien mieux que ce que je pourrais faire. Juste à un moment dans la vidéo, il met en garde sur la politique du laisser-faire, c'est-à-dire des gens qui utilisent des ruches de biodiversité, on va dire, et qui mettent un essaim ou qui laissent venir un essaim dans la ruche et qui ne touchent à rien, qui ne nourrissent pas et qui ne traitent pas varroa. Dans la foulée, j'ai eu Cyril Godin, qui est un youtubeur aussi, qui met pas mal de vidéos sur l'apiculture et qui sont très intéressantes également. Ça me fait réagir parce que je pense que c'est pas si certain que ça, que ce soit très nocif pour l'abeille et pour l'apiculteur de laisser faire parfois la nature. Et donc je voulais apporter quelques petites choses au débat pour peut-être ouvrir un débat sur ce sujet-là, mais au moins apporter des éléments qui peuvent peut-être mettre en doute ou mettre en question des choses qu'on prend pour évidentes. Et la chose évidente là que je voudrais remettre en question, c'est est-ce qu'on doit absolument s'occuper des abeilles et est-ce qu'on doit absolument les nourrir, est-ce qu'on doit absolument traiter varroa? Alors déjà, je voulais dire qu'il y a plusieurs apicultures et qu'effectivement, on ne pratique pas tous la même apiculture. Moi, j'ai une apiculture de production, c'est-à-dire que je vais ouvrir mes ruches, je vais nourrir quand j'ai besoin de nourrir, je vais traiter varroa si je vois qu'il y a trop de varroa dans la ruche. Donc c'est une apiculture à des fins d'exploitation d'un animal. On met des abeilles dans une boîte et notre but, c'est d'en tirer un profit qui va être le miel. Et il y a aussi des gens qu'on appelle plutôt des apiculteurs naturels ou des apiculteurs naturalistes qui eux vont utiliser des ruches complètement différentes, qui sont plutôt des nichoirs à abeilles on va dire, qui vont refuser de traiter le varroa, qui vont refuser de nourrir. Ça existe, moi personnellement ça me pose pas de problème et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que l'un ne court-circuite pas l'autre. Et bien au contraire avec ce qu'on va voir après, vous allez peut-être comprendre que l'une et l'autre peuvent être complémentaires. Alors d'abord je voudrais commencer par une histoire de l'abeille, parce qu'on parle d'apiculture et aujourd'hui on a l'impression que l'abeille ne peut pas vivre sans l'homme. C'est souvent vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et si on va regarder un petit peu les chiffres qui existent sur le sujet, on va voir que c'est pas toujours vrai. L'abeille, elle est arrivée sur la planète il y a 100 millions d'années. Une génération d'êtres humains c'est 25 ans on va dire, donc ça fait l'équivalent de 4 millions de générations d'êtres humains, ça fait beaucoup. Et le chiffre admis de la première interaction entre l'homme et l'abeille, c'est moins 6000 ans. C'est des peintures rupestres qu'on a retrouvées en Espagne. Et la première ruche à cadre, c'était il y a 150 ans à peu près. Les premiers traitements en varroa, c'était il y a à peu près 30-40 ans. Donc c'est difficile de se rendre compte de ce que ça veut dire pour une vie d'abeille, tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est de transposer en temps humain. On va dire que l'abeille, c'est un être humain qui a 100 ans. Aujourd'hui, elle est à une centaine d'années, d'accord? Donc si c'est 100 millions d'années, on les transforme en 100 ans. L'abeille, elle aurait rencontré l'homme il y a 2 minutes et demie. D'accord? En proportion, ça donne ça. Les ruches, on les aurait inventées, les ruches, et je vous parle des ruches du Moyen-Âge, hein, je vous parle des ruches, des bines en paille, etc. Ces ruches-là, on les aurait inventées il y a quelques secondes. Et les premières cirgofraies et les premières ruches à cadre et les premiers traitements varroa, elles les auraient connues il y a quelques millièmes de secondes. Donc on voit bien qu'en fait la majeure partie de la vie sur Terre de l'abeille, elle l'a vécue sans l'homme, sans qu'on l'aide à vivre dans des ruches, etc. Et donc on peut quand même assez objectivement dire que l'abeille s'en sortait très bien sans l'homme, au moins elle l'a fait pendant plusieurs millions d'années, donc on peut considérer quand même qu'elle sait s'en sortir sans nous. On entend aussi souvent les abeilles sauvages, à l'état sauvage, ça n'existe plus. Alors, c'est pas vrai. Il y en a plus beaucoup, on les voit rarement. Il y en a moins évidemment qu'au Moyen-Âge où il suffisait d'aller mettre une ruche dans une forêt pour récupérer une colonie d'abeilles, mais ça existe encore. Et aujourd'hui, il y a des recensements. Alors, il y a l'OPIE, qui est l'Office de protection des insectes et de l'environnement, qui a fait un recensement au Poitou-Charentes. Ça, vous le verrez sur le site de l'OPIE ou dans le dernier numéro d'Abeilles en liberté.
où ils font un dossier là-dessus. Il y a une centaine de colonies qui ont été suivies, 100% sauvages, donc dans des troncs, dans des cheminées, des églises, etc., et qui sont suivies, et ils en ont une centaine par an qui sont là. L'OPIE, c'est très peu de personnes, donc c'est 100 colonies en Poitou-Charentes, c'est évidemment la marge basse, et qu'effectivement, il y en a sans doute plein d'autres, mais qui ne sont pas recensées. Il y a aussi l'IRTA qui recense les abeilles sauvages. Malgré les petits moyens, ils ont recensé plus de 80 000 colonies sur le territoire européen pour l'instant. Donc en fait, dès qu'on commence à regarder, et à recenser et à suivre, on se rend compte qu'en fait, ça existe. Que c'est pas tous les 2 mètres qu'on en trouve, mais ces colonies-là, elles existent. Alors maintenant, on arrive sur le gros du chapitre, c'est est-ce que ces colonies-là représentent un danger? Les colonies qu'on laisse vivre dans des ruches de biodiversité ou les colonies qui sont donc les colonies sauvages, est-ce qu'elles représentent un danger sanitaire pour l'abeille? Ça, c'est une grande question. Parce que si on considère que ça ne représente pas un danger sanitaire, à ce moment-là, on peut laisser vivre comme on veut, même dans une ruche des abeilles, ça ne posera pas de problème. Mais si on considère l'inverse, si on considère que la colonie à l'état sauvage représente un danger, à ce moment-là, on va arriver à un truc où le but c'est de l'éliminer en fait. Donc moi je trouve qu'il y a un glissement facile entre on n'utilise pas de ruches de biodiversité et on doit éliminer les abeilles sauvages. Alors bien sûr, les apiculteurs dont je parle en début de vidéo ne disent pas ça. Hein. J'en connais aucun qui a envie d'aller déloger des colonies sauvages. Mais si on considère que c'est un danger, à ce moment-là, le glissement il est facile quand même. Alors effectivement, à court terme, on peut considérer que ça va être des colonies qui vont être source de réinfestation pour nos colonies qui sont en ruche. Mais est-ce que ça représente un réel danger? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce qu'il y a quand même un phénomène de sur-essaimage dans les colonies sauvages qui leur permet d'assainir la colonie, d'accord? Je ne vais pas dire qu'il y a zéro réinfestation. C'est sûr qu'il y a du passage d'une ruche à l'autre, ne serait-ce que via les mâles, par exemple. Et après, on peut aussi penser au long terme. Et pour ça, il faut peut-être aller voir les études qui existent sur le sujet, parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites. Je vais vous parler maintenant des expériences que j'ai vues sur le sujet, où on expérimente en laissant des colonies vivre et en faisant des comptages varrois, etc., pour essayer de définir, en faisant un suivi sur ces colonies abandonnées ou à l'état sauvage, comme on veut, essayer de déterminer comment elles se défendent du varroa et si elles y arrivent. Alors j'ai trouvé quelques trucs. J'ai trouvé l'association Free the Bees. J'avais fait un article déjà là-dessus, vous pourrez aller voir sur le site. C'est une association en Suisse qui s'occupe de recenser des abeilles sauvages et qui essaye de sensibiliser les apiculteurs à essayer de laisser une part de leur cheptel en sélection naturelle, en ruche de biodiversité, pour peut-être aller vers une souche résistante à varroa. Donc cette association, elle a été voir des études qui ont été réalisées en Suisse, en France, en Angleterre, aux États-Unis, et ils ont repris donc les données de ces études-là sur le sujet, et ils se sont rendus compte que quand on laisse des ruches à l'abandon, il se passe toujours le même phénomène. La première chose, c'est qu'on a toujours des pertes conséquentes la première, la deuxième année. C'est obligatoire, de l'ordre de 80 à 90%, vraiment une grosse claque sur le cheptel, sur les ruches. La deuxième chose, c'est toujours un phénomène de suressaimage, mais vraiment énorme, sur les premières années. La troisième chose, c'est que systématiquement, il y a toujours des souches tolérantes qui survivent et qui réussissent à vivre plusieurs années et même très longtemps avec ce souci de varroa, avec varroa. Une autre expérience que j'ai trouvée, c'est l'expérience qui a eu lieu sur l'île de Gotland, c'est en Suède. Alors là, ils ont fait ça à grande échelle, les mecs, ils ont mis 150 ruches sur l'île, et pendant 6 ou 7 ans, ils ont laissé ça tranquille. Ils intervenaient juste pour compter les varrois, pour vérifier l'essaimage. La première année, ils ont eu 76% de pertes sur les colonies. Ensuite, on passe à des pertes qui sont de l'ordre de 60 ou 45%. Et la cinquième et la sixième année, on est à 15%. Donc on retrouve un taux de perte qui est tout à fait correct, et qu'on connaît ailleurs dans le monde avec même des ruches traitées au varroa, etc. La deuxième chose, c'est le taux d'essaimage. Le taux d'essaimage, il monte en flèche les premières années, et au bout de 4 ans, ce taux d'essaimage, il se stabilise.
Le taux d'infestation varroa, lui, il fait exactement comme l'essaimage. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est l'essaimage qui est la conséquence du taux de varroa, mais le taux de varroa, il augmente énormément pendant 4 ans, c'est-à-dire qu'il prend vraiment le pas sur les colonies, ce qui explique le nombre de pertes énormes les premières années. Et puis, pareil, il se stabilise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les abeilles qui restent, qui survivent, arrivent à gérer le varroa. Il y a une autre expérience qui n'est pas une expérience scientifique, qui n'est pas voulue, c'est celle de Cuba. C'est-à-dire que Cuba, ils ont eu le varroa qui est arrivé en 96. Le souci qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'ont pas eu accès du tout aux produits de traitement contre le varroa, puisqu'il y a un blocus autour de Cuba. De 96 à 98, ils ont eu toutes leurs abeilles décimées, enfin toutes leurs abeilles. Toutes les abeilles en rucher, toutes les abeilles des apiculteurs, en 2 ans, il n'y en avait plus. C'était terminé. Ils ont eu quasi 100% de pertes sur toutes leurs colonies. La réaction du gouvernement de Cuba, c'était de bloquer les frontières et d'imposer aux apiculteurs de sélectionner sur les abeilles qui restaient. Pour certains, ça voulait dire aller dans la forêt chercher des essaims sauvages parce qu'en fait, ils n'avaient plus de cheptel. Donc ils sont allés chercher des abeilles qui vivaient avec varroa et qui survivaient d'année en année. Et il leur a été imposé sur chaque exploitation de faire une sélection sur les souches résistantes, c'est-à-dire compter les varrois et celles qui survivaient le mieux avec varroa étaient sélectionnées. Ce plan de sélection nationale et la reconstitution du cheptel à Cuba, ça a quand même duré 10 ans. Il faut attendre 2007 pour qu'on ait une stabilisation des cheptels et pour qu'on ait une abeille qui résiste à varroa. C'est quand même un travail très long et voilà, c'est pour ça que c'est assez difficile à mettre en place ailleurs. Savoir que Cuba aussi c'est une île. Voilà. Je dis pas que c'est un exemple, hein. C'est juste on prend cette expérience, on voit les conclusions qu'on peut en tirer. Mais je dis pas qu'il faut faire ça partout. Il faut savoir que Cuba c'est super, effectivement comme on le dit, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Donc effectivement l'abeille ne subit pas les dommages qu'elle pourrait subir par rapport à ça. Mais il y a également le fait que cette abeille ne soit moins sensible au varroa que la nôtre. Ça joue beaucoup dans les mortalités aussi. Donc ils ont une abeille qui vit sans traitement et ils ont des productions de miel qui sont très conséquentes, beaucoup plus conséquentes qu'en France. À remettre dans le contexte du climat qu'ils ont. Si on essaye de faire l'analyse de tout ce qu'on vient de dire sur ces diverses expériences. Sur le long terme, est-ce que c'est laisser les abeilles faire qui est le plus dangereux, ou est-ce que c'est l'apiculteur qui favorise le développement de varroa? Je m'explique. Moi je suis apiculteur. Pour que mes abeilles produisent le miel que je vais vous vendre, j'ai besoin qu'elles aient du couvain, parce que j'ai besoin qu'il y ait des butineuses. Je vais développer le couvain plus que ce que ferait une ruche naturelle. La ruche naturelle, la ruche de biodiversité, quand elle est pleine, ça essaime, basta. Et donc on a un vide sanitaire. Et donc le varroa, il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'on voyait dans les études que l'essaimage est une façon de se défendre contre le varroa, qu'il augmente en même temps que la proportion de varroa. Donc l'apiculteur que je suis moi, il augmente la reproduction du varroa en augmentant le couvain. J'augmente la présence de varroa dans mes ruches en limitant l'essaimage. On peut aussi parler des traitements. Une colonie qui n'a pas de traitement varroa, si elle résiste pas, Dame Nature, c'est pas Gaïa la mère nourricière comme on entend parfois, elle est impitoyable. La colonie qui s'en sort pas, paf, au revoir. C'est terminé. Il n'y a pas de deuxième chance. Moi quand je suis apiculteur, si j'ai une colonie un peu boiteuse, c'est vrai je vais changer la génétique. Je peux tuer la reine, remettre une reine de mon élevage, etc. Mais je ne vais jamais être aussi efficace que Mère Nature, c'est clair, parce que je fais des sentiments, j'ai pas envie de tuer mes abeilles, j'ai pas envie d'éliminer comme ça. Et pire encore, avec nos traitements varroa, quand on met un traitement varroa dans une ruche, il y a toujours des varrois qui restent. D'accord ? On parle de 97% de réussite sur les traitements les plus performants, par exemple. Les 3% de varrois qui restent, c'est bien évidemment les varrois les plus résistants, puisque sinon ils seraient crevés comme les autres. Ça veut dire que depuis 20 ans ou 30 ans en France, et partout où on traite le varroa, on sélectionne les varrois les plus résistantes. Et on est en train de créer comme ça des varrois ultra résistants. Et donc notre abeille, elle peut que subir ça, puisqu'on lui sélectionne le pire varroa pour lui laisser, quoi. Et ces 3% là de varrois qui restent, qui sont les plus résistants, c'est ceux qui se reproduisent la saison d'après, etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais apporter comme élément. Je sens que ça va chagner dans les commentaires, donc je préfère prévenir.
Je donne pas de leçons, je donne pas de recettes, j'en ai pas. Voilà, je dis pas faut arrêter de traiter, je dis pas faut traiter systématiquement, je dis pas voilà. Juste, je voudrais semer un peu le doute et se dire est-ce que si je dis à mon voisin qui regarde jamais dans sa varée que c'est un con, peut-être que je me plante en fait. Et est-ce que si je dis qu'il faut jamais intervenir, bah ouais ok, mais dans ce cas-là j'accepte qu'il n'y ait plus de miel quoi. J'essaierai de vous mettre des liens sur toutes les études que j'ai citées si je retrouve tout ça. Et voilà, donc restez zen pour parler de ce sujet. Mais je voulais juste apporter ces éléments-là pour, voilà, pourquoi pas en discuter après avec les gens que j'ai cités en début de vidéo ou plein d'autres gens. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à remettre en cause et à réfléchir ensemble. Bon bah butinez bien, bonne réflexion, à bientôt. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées.